Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à notre panel d'aujourd'hui, maximiser ses investissements par la transformation de ses aires de stationnement. Je m'appelle Romain Coste, je suis coordonnateur mobilité et urbanisme au Conseil régional de l'environnement de Montréal. Et donc ce matin, ensemble, on va parler stationnement et réseau d'expertise. Donc ce webinaire s'inscrit dans le cadre de la démarche stationnement éco-responsable et du réseau d'expertise qu'on lance aujourd'hui avec ce premier webinaire, donc qui est organisé par les conseils régionaux de l'environnement métropolitain, donc celui de Montréal, des Laurentides, de la Naudière, de Laval et de la Montérégie, et financé par le Fonds climat du Grand Montréal. Donc pour l'heure et demie qui s'en vient et qu'on va passer ensemble, donc je vous propose de faire un bref rappel de ce qu'est la démarche stationnement éco-responsable, puis vous présenter un petit peu ce réseau d'expertise qu'on lance aujourd'hui pour assembler l'ensemble des acteurs qui travaillent autour du stationnement. Par la suite, on va rentrer dans notre partie un petit peu plus panel. Donc, on a trois panélistes aujourd'hui qui ont accepté de venir nous parler un petit peu de leurs expériences, je remercie chaleureusement d'être là et que je vais vous présenter un petit peu plus tard. Ils vont avoir différentes questions sur lesquelles ils vont répondre et partager ces expériences-là. Et par la suite, vous aurez l'occasion aussi de poser vos propres questions. Donc, durant le webinaire, n'hésitez pas à indiquer vos questions dans le chat. Il n'y aura pas de prise de parole, donc vraiment inscrivez-les dans le chat, puis on va pouvoir après les lire à nos panélistes qui vont pouvoir vous répondre. Donc, pour ce webinaire, ceux qui ne connaissent pas encore la démarche stationnement éco-responsable, très rapidement, c'est une démarche qui s'adresse principalement aux propriétaires et gestionnaires de grands espaces de stationnement, aux promoteurs immobiliers, tous les professionnels de l'aménagement qui travaillent sur ces projets-là et tout le monde aussi municipal et de façon générale gouvernementale, donc que ce soit élus ou fonctionnaires. Donc vraiment toutes les personnes qui gravitent autour du stationnement et de la transformation de ces aires de stationnement, peu importe que ce soit à travers de l'amélioration via le verdissement ou même plus des projets à un peu plus long terme de redéveloppement de ces espaces-là. À travers cette démarche, on propose un ensemble d'outils qui vous permettent de prendre connaissance des différents enjeux du stationnement, de vous outiller, de vous accompagner aussi dans ces projets-là et d'arriver à une certification pour pouvoir ensuite utiliser ces projets comme levier. Et donc, autant sur la gestion et l'aménagement de ces espaces en tant que tels, mais aussi pour les municipalités à travers de la réglementation municipale qui est un des leviers majeurs pour agir sur ces espaces-là. Très rapidement, les volets d'action donc de cette certification que vous pouvez aller chercher pour les aires de stationnement. On a trois grands volets d'action. Le premier qui cherche à aller réduire les besoins en stationnement à travers différentes actions comme savoir se localiser près de transports collectifs et actifs pour réduire cette demande-là, gérer ses déplacements, réduire la quantité de stationnement. Dans le deuxième volet, favoriser la mobilité durable. Donc là, on cherche à réaliser un transfert vers d'autres modes de transport, comme le transport actif, collectif, partagé, l'électrification. Et enfin, le stationnement qui va nous rester, comment on peut l'intégrer au mieux sur la propriété, que ce soit du stationnement qui reste de surface, où là, on va pouvoir aller verdir, gérer les eaux pluviales et réduire ses impacts environnementaux, mais aussi dans peut-être des fois des projets un peu plus gros, de transformer ce stationnement de surface en stationnement de structure et pouvoir libérer de l'espace pour aménager d'autres choses sur ce terrain, comme des logements, par exemple. Donc, si vous voulez en savoir un peu plus sur la démarche, vous pouvez visiter stationnemecoresponsable.com. Et donc, aujourd'hui, pourquoi on est là pour ce webinaire? Pour introduire ce réseau d'expertise sur le stationnement qu'on lance aujourd'hui avec les CRE métropolitains. Ce réseau d'expertise, il vise à proposer différentes activités, une programmation tout au long de l'année qui va vous permettre de vous donner accès à de la formation, du partage d'expertise,
des échanges aussi un peu plus libres. Donc, c'est vraiment des activités qui prennent différentes formes. Et l'idée derrière ça, c'est de créer cette communauté interdisciplinaire pour favoriser cette transformation-là. On sait que, et on l'a vu dans les dernières années, quand on parle de stationnement, on a besoin de se retrouver ensemble, de discuter des défis qu'on rencontre, les solutions qui fonctionnent, celles qui fonctionnent moins bien, de partager ces expériences-là, des fois d'aller chercher aussi des expertises si, en tant que propriétaire, on souhaite transformer son espace. Donc, c'est un peu l'idée de ce réseau d'expertise-là, de mettre tout le monde ensemble et de proposer différentes activités qui vont être adaptées aux besoins selon différentes thématiques pour, bien évidemment, au final, améliorer la mobilité, transformer ces espaces-là, peu importe que ce soit à travers du redéveloppement ou d'améliorer l'impact environnemental des aires de stationnement et s'adapter au changement climatique. Donc, ce réseau-là s'adresse principalement aux propriétaires et gestionnaires de stationnements publics et privés. Donc, peu importe que vous soyez dans des cégeps, des CIUS, que vous ayez une entreprise avec un gros stationnement, un hôpital, une industrie. Donc, vous avez un grand stationnement, vous êtes concerné par ces changements-là. Les promoteurs, promotrices immobiliers, bien évidemment, qui travaillent sur ces projets, les agences et firmes en mobilité et aménagement, les gouvernements nationaux, régionaux, locaux et les différents professionnels qui gravitent autour de ces projets-là de stationnement. Et donc, l'idée, c'est de se mettre ensemble et d'avoir ce réseau-là. Donc, parfois, si vous allez participer à ce réseau, on vous partagera un petit peu plus tard à la fin du webinaire un petit formulaire où vous allez pouvoir indiquer votre intérêt pour rejoindre le réseau d'expertise, puis nous donner aussi vos différents besoins en formation, en échange. Et donc, l'idée, c'est vraiment d'avoir cette constellation un petit peu de personnes qui vont peut-être être plus experts parce qu'ils ont déjà travaillé sur ces projets-là et qui sont capables de venir apporter les solutions qui fonctionnent le mieux, de savoir aussi conseiller sur les choses à éviter, les conditions de succès des projets. On va avoir d'autres participants qui vont peut-être être plus leaders et qui ont déjà réalisé ces changements-là et qui peuvent venir partager ce retour d'expérience, comment on transforme son stationnement, comment on change ses pratiques à l'interne, quelles sont les plus-values derrière de ces changements-là. Et enfin, des participants qui veulent agir, mais justement qui ont besoin de partager avec les experts et les leaders ces questions-là pour des fois débloquer certaines choses, aller plus loin, s'outiller, et donc se mettre tous ensemble pour réaliser ces projets-là. Donc, c'est un fonctionnement qui est un peu différent de ce qu'on faisait avant dans les différents webinaires qu'on vous proposait, où là, c'est vraiment cette communauté-là qu'on souhaite créer. Et donc, ça prendra différentes formes. On aura une programmation qu'on va vous proposer. Donc, notre webinaire d'aujourd'hui et celui de la semaine prochaine est un peu notre première étape de programmation, notre premier bloc pour vous faire découvrir un petit peu ce réseau d'expertise et discuter un petit peu de ces changements-là à apporter et aujourd'hui principalement pour les grands propriétaires publics et privés et à quoi s'attendre dans ces changements-là. Et donc, la programmation au fil des saisons variera. Donc, restez à l'affût. On aura des activités pour vous à partir de septembre et à chaque saison. Et donc, on veut s'assurer que les différentes activités qu'on va vous proposer vont avoir des formats qui vont être adaptés. Donc, parfois, ça va être un peu plus des webinaires comme on fait aujourd'hui pour échanger ensemble sur certaines thématiques. Des fois, des ateliers un peu plus de formation et de partage de connaissances. Donc, faire venir des experts qui vont plonger un petit peu plus au cœur des projets, puis aller un petit peu plus dans des fois des éléments un peu plus techniques qui peuvent être des freins au projet de stationnement, des retours d'expérience aussi de leaders qui sont déjà passés à l'action pour encourager les autres à le faire de la meilleure façon possible. Des comités d'expertise aussi, des fois on sait qu'il y a encore des défis à relever. Pensez par exemple à la mutualisation du stationnement. On en parle énormément en ce moment, mais comment après on met ça en place selon les différents contextes, etc. Donc là, on va avoir aussi des activités de ce genre-là, sur ce genre de thématique où on va pouvoir, entre experts,
aller chercher les solutions, essayer de créer ces outils-là, puis de les tester avec vous, de voir si ça vous convient et d'échanger dessus. Des moments un peu plus libres aussi, justement, d'échange. C'est toujours intéressant de laisser un peu libre cours aux questions qu'on a dans les différents projets et aussi des visites guidées. Donc, on en avait déjà fait quelques-unes à Montréal et d'autres régions. Donc, toujours apprécier d'aller rencontrer vraiment sur place les personnes qui ont travaillé sur les projets, puis de voir de ses yeux les aménagements, puis de pouvoir poser toutes ces questions. Donc, c'est un peu différents formats qu'on va vous proposer comme ça à longueur d'année, selon aussi vos besoins, et sur des thématiques très variées. Donc, comme je disais, la certification stationnement éco-responsable contient un ensemble de critères pour aller chercher cette certification. Donc, j'en ai mis quelques-unes à l'écran quand on parle de gestion du stationnement, quand une municipalité, par exemple, mais comment on va gérer son stationnement sur rue et hors rue, cette gestion intégrée, toutes les questions de tarification, d'éco-fiscalité qu'on parle énormément aussi en ce moment, les incitatifs pour les déplacements actifs et partagés, comment aménager son stationnement et redévelopper, puis avoir ses retours d'expérience. Donc, des thématiques qui à la fois sont vraiment sur les critères de la certification pour vous aider à les atteindre, mais aussi des fois des thématiques qui vont être plus sur le processus pour les atteindre. Donc, des fois, c'est un peu difficile de changer ses pratiques à l'interne, d'aller chercher des argumentaires pour amener ces changements-là et convaincre. L'acceptabilité sociale aussi, communiquer sur les projets, au grand public, ces changements-là et les bénéfices derrière. Donc, c'est un peu toutes ces thématiques au fur et à mesure de l'année qu'on vous proposera. Donc, restez à l'affût, on vous enverra des informations, le formulaire un petit peu plus tard vers la fin du webinaire où vous pourrez justement rentrer vos informations si vous êtes intéressé et aussi nous partager justement ces besoins-là parce que c'est à partir de ces informations-là que nous, on va pouvoir construire cette programmation qui va être adaptée à vos besoins. Donc, sans plus attendre, je vais vous introduire les panélistes d'aujourd'hui. Donc, on est là pour le panel Maximiser ses investissements par la transformation des aires de stationnement. Donc, l'idée de ce panel, c'est quand vous êtes propriétaire, que ce soit public ou privé, d'aires de stationnement, vous donner un petit peu un aperçu de je veux agir sur mon stationnement, j'ai des espaces comme ça qui sont en général sous-utilisés ou pour lesquels on peut faire plus en termes de gestion et d'aménagement. C'est toujours un peu difficile de savoir par où commencer, qu'est-ce qui nous attend, c'est quoi les bénéfices à en tirer derrière, est-ce qu'il y a des projets sur lesquels je peux m'inspirer, quels sont les leviers aussi que, par exemple, les municipalités mettent de plus en plus en place pour favoriser cette transformation-là, quels sont les moyens d'encourager la mobilité durable dans mon organisation. Donc, c'est un peu toutes ces questions aujourd'hui qu'on va explorer ensemble. Donc, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui donc Mélanie Glorieux, qui est directrice de projet associée et architecte paysagiste chez Rousseau-Lefebvre. Alexandre Barnett, conseiller municipal du district Laval des Rapides et membre associé du comité exécutif de la ville de Laval. Je pense que ton titre est un peu plus long que ça, donc si tu dois compléter par la suite, n'hésite pas. Et Maxime Poulain, conseiller principal à la gestion immobilière du complexe Desjardins, chez Desjardins. Donc, merci beaucoup à vous d'avoir accepté l'invitation et de venir nous partager vos expériences sur le stationnement. Et donc, je vais commencer avec Mélanie Glorieux, qui travaille chez Rousseau-Lefebvre et qui travaille déjà depuis de nombreuses années avec autant des organisations publiques, privées pour transformer les propriétés, de façon générale, l'aménagement des propriétés, mais on sait que souvent le stationnement occupe beaucoup d'espace sur ces propriétés. Et donc, ça fait partie de ces questions-là à avoir quand on va travailler sur des projets de réaménagement de propriété. Et donc, Mélanie, je t'invite à prendre la parole, puis peut-être pour commencer ce panel, de nous présenter un petit peu ce que tu fais justement à Rousseau-Lefebvre, les projets, des projets qui pourraient être inspirants pour les personnes qui nous suivent aujourd'hui sur cette transformation justement du stationnement, puis comment un peu ces
ces projets phares sont nés, quelles ont été les motivations derrière, puis peut-être principalement si ce volet économique d'agir sur le stationnement, pourquoi c'est important de s'intéresser à ces espaces et de les transformer. Mélanie, je te laisse la parole. Merci Romain et merci beaucoup pour l'invitation. J'ai bien hâte aussi d'avoir des discussions avec Alexandre et Maxime et les membres évidemment qui participent aujourd'hui pour parler des stationnements. Donc, Rousseau-Lefebvre, pour ceux qui ne connaissent pas, nous sommes une firme d'architecture de paysage, d'urbanisme qui opère depuis plus de 35 ans en aménagement urbain. Notre mission, c'est vraiment de créer des milieux de vie stimulants, originaux, durables et attrayants. Et oui, ça s'applique même au stationnement. Et je vous dirais, il faut vraiment faire l'effort de ça pour les stationnements. Ah, quand j'ai reçu les questions de Romain, je lui ai dit, OK, là, il dit, c'est quoi les expériences vécues, puis qu'est-ce qui étaient un peu les motivations. Puis en effet, je pense que ça part par la motivation des propriétaires, que ce soit public ou privé, pour ultimement donner quelque chose aux utilisateurs, citoyens, ou ce soit que ce soit citoyens ou des travailleurs, ou peu importe, des clients qui vont venir dans ces espaces-là. J'aime beaucoup parler de ma première expérience de projet de stationnement qui, à l'époque, était pré-stationnement éco-responsable du CRE en 2009. Donc, moi, ça fait déjà 30 ans que je suis dans le milieu. Ça fait plus, je ne même pas, en tout cas. Et donc, en 2009, on a réussi à gérer dans ma vie pré-Rousseau-Lefebvre, j'ai fait travailler sur un projet avec la ville de Mont-Saint-Hilaire qui faisait un stationnement, un agrandissement de son stationnement au centre civique. Donc, c'était pour la communauté. Et l'idée, ils voulaient prêcher par l'exemple. Ils voulaient transformer leur ville, mais ce n'est pas juste en appliquant la réglementation, c'est en se disant, ben, on va montrer que nous, on l'a fait. On peut amener quelqu'un par la main, leur montrer, regarde, c'est ça qu'on a réussi à le faire, on sait, et où est-ce qu'étaient les défis et tout ça. Donc, c'était vraiment pour pouvoir connecter avec les commerçants, les industries, le privé, pour leur expliquer que c'était possible. Donc, 2009, c'était même avant que le guide de gestion des eaux pluviales sorte. Là. Et donc, c'était vraiment un peu vraiment novateur. Moi, j'ai terminé ma maîtrise en génie de l'environnement, justement en spécialisation de gestion des eaux pluviales. Donc, pour moi, c'était tout à fait à propos. Et une fois que tout a été réalisé, c'était évidemment avec les défis qui arrivent à faire un stationnement qui intégrait des cellules de biorétention, donc très traditionnel en asphalte, mais qui intégrait des, euh, des cellules de biorétention assez larges. On s'était donné la place pour le faire. Eh bien, évidemment, je retournais là. Vous ne savez pas combien de fois je suis retournée dans ce stationnement-là. Je suis allée luncher là avec mon mari pour lui montrer comment c'était intéressant. Tellement on était excités de ce stationnement. Je prenais des photos, puis il y a une dame qui était stationnée là. C'était quand même une centaine de places. Ce n'est pas un petit stationnement. Donc, c'est une centaine de places qui étaient ajoutées. Et une dame qui me voyait prendre des photos, prendre des notes, elle me dit, bah, elle venait me voir. Évidemment, tout le monde est toujours curieux. Puis elle me dit, elle pose la question, puis j'ai dit, ben oui, ben j'ai travaillé ça avec l'équipe de la ville. C'était vraiment collaboratif, l'équipe de l'ingénierie, l'urbanisme, on avait tous travaillé ensemble pour développer le projet. Et j'ai dit, ben, je fais le suivi. Là, j'ai expliqué un petit peu, il faut voir le niveau d'intérêt des personnes. Puis elle s'est retournée vers moi, elle dit, en tout cas, je ne sais pas ce que vous avez fait, mais c'est un beau stationnement et je vous en remercie. Donc, la notion du beau, est très important. Et je vous dirais même, si on fait l'analyse nous, on utilise au bureau beaucoup l'analyse de nos projets à travers les services écosystémiques rendus. Et l'esthétique fait partie, dans le socio-culturel, l'esthétique vraiment fait partie de ça. Et c'est sûr que c'est très personnel. Hein. Beau pour un n'est peut-être pas beau pour l'autre. On le sait, ça, c'est un débat. Mais il note que c'était un endroit agréable. On se sentait pas démunis dans cet endroit-là. On ne s'était pas trop au chaud. On s'en sentait bien. Il y avait de la couleur, il y avait de la texture, tout ça. Et nous, on savait que la gestion de l'eau et tout ça était amélioré et qu'en bout de ligne, ça nous avait coûté moins cher parce que le stationnement était plus performant au niveau de la gestion de l'eau, infrastructure verte versus infrastructure grise. Donc, ça, je dirais, c'est vraiment je reviens toujours à raconter cette histoire-là parce que je pense que c'était vraiment spécifique que la personne était venue vers moi et nous en avait parlé. Donc, désir de la ville de faire quelque chose de différent avec l'équipe
et ensuite le résultat de quelqu'un qui nous dise, je ne sais pas ce que vous avez fait, mais merci. Donc, c'était ça qui est intéressant. Et je pense que dans tous les projets dans lesquels on a participé, ceux qui étaient vraiment probablement les plus notables, c'était justement où est-ce que c'était né d'un désir, soit de créer, tu l'as dit tout à l'heure, Romain, c'est soit de créer un nouveau stationnement ou de transformer un stationnement existant, parce qu'il y en a beaucoup de stationnements, hein, que ce soit à la ville de Laval ou ben, des jardins, dans les complexes. Là, on sait qu'il y en a beaucoup de stationnements qui doivent être, qui peuvent être transformés. Et c'était toujours là où on a pu vraiment pousser, parce que ben, notre équipe, pour ceux qui ne connaissent pas, nous, on aime pousser un peu l'enveloppe, on aime designer, on aime faire vraiment, vraiment aller toujours un petit peu plus loin avec l'aide des ingénieurs, évidemment, et de tous les autres ingénieurs électriques, civils et tout ça qui sont nécessaires dans ces projets-là. Mais on aime pousser pour vraiment faire ça, que ce soit un endroit, que ça devienne presque des pôles citoyens. Ça pourrait même presque être des pôles citoyens. En exemple, l'Arena Rodrigue-Gilbert, que je sais qui est très documenté et que merci Romain d'avoir fait de l'équipe, d'avoir fait tous ces vidéos et tout ça sur ce projet-là. Mais je pense qu'il était quand même important parce que c'était vraiment lui, c'était né d'un désir de transformer l'espace dès le départ, d'enlever des places de stationnement. Ça, c'est un défi. À tout le monde autour de l'écran sait que c'est un défi majeur d'enlever des places de stationnement et de créer un milieu pour les citoyens. Donc, que ce soit, est-ce qu'un espace de transition? Est-ce que c'est un espace de rassemblement? Hein? À René Rodrigue-Gilbert, on a l'espace marché qui était vraiment mis en valeur en façade avec du pavé drainant. Fait qu'on va toujours ajouter une couche technique, mais dans l'aménagement. Fait que ça peut répondre un peu à tout le monde. Ceux qui sont intéressés à la technique vont le voir. Ça va être les bénéfices techniques, mais nous, on crée des espaces qui sont plus intéressants et plus vivant pour les citoyens. Un autre, Cité de la santé aussi, c'était un autre bel exemple où est-ce qu'on a créé un nouveau stationnement. Là. Hein, dans les hôpitaux, on le sait, là, c'est des mers d'asphalte. Alors, comme on avait fait un plan directeur, mais là, avec le plan directeur, dit OK, là, on a un nouvel espace de stationnement. Là, on va commencer, puis on va commencer à faire l'exemple à cet endroit-là. Donc, on a créé un nouveau stationnement aussi traditionnel en asphalte. Celui-ci n'avait pas de pavé perméable, il avait de l'asphalte, mais c'est correct parce qu'on peut quand même mettre de la gestion de l'eau de l'avant, beaucoup de plantations, de la biodiversité et surtout, comment est-ce qu'on le connecte au reste? Il ne faut pas que le stationnement soit tout seul à côté, comme juste accroché. Il faut que ça participe au site. Et c'est ça qui a fait qu'on a pu l'intégrer dans un réseau de marche et de mobilité qui, sur un terrain d'hôpital, c'est très, très important d'avoir des endroits où est-ce qu'on peut aller se promener et que ce soit intéressant, vert, pas trop chaud. Un autre exemple ici en privé, je pense que je suis quand même correct dans mes temps. J'essaie de ne pas trop dépasser. Justement, un projet en privé, ici aussi, dont oui, notre bureau est à Laval, on travaille beaucoup à Laval, pas juste à Laval par contre. Mais j'aime le promotion au Centropolis. Hein, le Centropolis, qui est encore en développement, qui c'est très, très gros, puis on a fait beaucoup de projets à l'intérieur de ça, mais un qui est intéressant, une transformation de stationnement en arrière du Colossus, donc entre le Colossus et l'autoroute. L'autoroute. On a travaillé en différentes phases pour transformer ce stationnement. Pour une partie, c'était transformation de l'existant et ensuite on l'a agrandi, mais toujours avec la notion de comment est-ce qu'on va réutiliser cet espace-là. Ce n'est pas uniquement pour du stationnement. Le stationnement, même dans une aréna, même dans un centre civique, ce n'est pas 24 heures sur 24 qu'il y a du stationnement. Et c'est sûr qu'on ne peut pas nécessairement avoir des activités 24 heures sur 24. Mais là encore, la commande du client, c'était de nous dire ben, qu'est-ce que vous pouvez faire? Comment est-ce qu'on peut changer les façons de faire? Comment est-ce que oui, on peut le rendre ça plus attrayant parce que ça va être moins chaud? Il voulait absolument qu'il y ait des îlots. C'est sûr qu'il fallait avoir des îlots de plantation, mais la gestion de l'eau, comment est-ce qu'on peut faire ça différemment? Mais comment est-ce qu'on pouvait vraiment lui donner une utilité? Fait que là, on a créé une grande zone de promenade, un lieu, vraiment quelque chose qui pouvait être rassembleur, un endroit identitaire pour que une fois que tu es stationné, on dit toujours, je pense que c'est même Romain qui l'a dit la première fois, une fois que tu te stationnes, ben, tout le monde est piéton. Donc, il faut penser aux piétons dans ces endroits-là. Il ne faut pas que ce soit un endroit de voiture uniquement. Et donc, on a créé une promenade centrale qui permettait de aussi décomposer
les grandes baies de stationnement pour leur donner des utilités autres. Fait qu'on disait, ben, à l'ouest de cette promenade centrale, ben, ça fait une zone qu'on peut peut-être louer pour faire des événements spécifiques. Puis à ce moment-là, on peut avoir des activités. C'est fermé pour le public pendant ce temps-là, mais on est capable de faire des activités spécifiques. On a un espace de promenade intéressant où est-ce qu'on peut aussi se rassembler, mais mettre plein de tentes et toutes sortes de choses. Donc, ils rentabilisaient leur espace aussi en créant autre chose à travers un stationnement. On le sait, on est habitué de voir des foires et tout ça. On le sait, depuis qu'on était petit, là, on voit des foires dans les stationnements. Mais il y a plein d'autres choses qu'on peut faire euh, dans ces endroits. Ça va dépendre. Il faut vraiment analyser les besoins du milieu et dire qu'est-ce que j'ai besoin de plus que, que stationner des voitures. Je reviens à l'aréna. Ben, à l'aréna, on avait notre zone de marché, mais on avait aussi un petit espace en arrière de la nouvelle maison des jeunes où est-ce qu'on dit ben, ils pourraient aller jouer au basket. Là. Ils n'ont pas vraiment d'espace. Et une journée, il y a un petit îlot de stationnement qui est fait pour le basket ou toute autre activité qu'ils décident de faire. Donc, c'est comment est-ce qu'on peut se réapproprier l'espace en le mutualisant, donc, avec les activités connexes et juste en créant vraiment un site qui se veut plus que le stationnement de voitures. Donc, mais c'était toujours né, quand ça fonctionne, c'est toujours né des demandes vraiment du client de vouloir faire quelque chose de différent. Donc, nous, on va toujours pousser pour faire quelque chose de différent. Ceux qui nous connaissent le savent. Mais c'est vraiment né de commandes spécifiques d'essayer de faire quelque chose qui se démarque. Et maintenant, c'est plus commun. C'est sûr, si là, maintenant, je vois l'évolution de 2009 à aujourd'hui, c'est plus commun, mais on a encore la perception, puis on pourra en parler plus tard sûrement, on a encore la perception que c'est pas nécessairement, que c'est une charge additionnelle, c'est un coût supplémentaire, alors que ça ne le sera peut-être pas. Là, peut-être que je rentre déjà dans la prochaine discussion, mais quand on le planifie dès le départ, puis on le fait dans tous nos, même dans les parcs industriels sur lesquels on travaille. On fait beaucoup de planification de parcs industriels biophiliques. Ben, la notion du verre, la notion de comment on s'approprie l'espace est tellement importante pour la santé et le bien-être des utilisateurs. Donc, ça aussi, faut se le rappeler. Merci. Ben, donc je pense on voit justement dans ce que tu dis peut-être la différence de projet. Là, on voit que on a des projets qui se sont refaits vraiment entièrement. On a revu tout l'espace. D'autres, comme à Laval, qui prennent un peu plus de temps parce qu'on a le côté gros espace de stationnement, mais on est capable quand même aussi d'aller vers ces étapes-là et d'avoir ce point commun aussi euh, d'améliorer l'espace et se dire c'est pas juste pour les autos, c'est pas nécessairement un espace qui doit être entièrement en asphalte, mais pour lequel on peut faire autre chose. Puis peut-être effectivement, je trouve que c'est quelque chose qui est assez sous-estimé aussi. Tu parlais d'attirer les gens, ce côté beau, agréable. Je pense que ça doit parler aussi pour des propriétaires qui sont euh, peut-être un peu plus privés, si on a des clients, d'offrir un espace qui est agréable et qui fait partie de cette expérience qu'on va avoir, même quand on va à l'hôpital aussi, d'avoir un espace où on est quand même là pour la santé. Donc, Ah, l'extérieur aussi doit respirer ce volet de santé. c'est un grand enjeu. Moi, je dis toujours, c'est Eh les milieux oui, hospitaliers, inhospitaliers, là, parce que allez les regarder. Là, il y en a beaucoup qui sont très, très, très difficiles. Mais si je peux prendre la balle au bon, on parle commerce, oui, mais pensez aussi employés, d'aller dans les industries, d'avoir des espaces. Souvent, c'est quoi l'espace résiduel autour des bâtiments? Souvent, on n'en a pas beaucoup. Et donc, comment est-ce que les espaces auto, notamment les stationnements, sont aménagés pour que ça devienne des espaces plus intéressants? Parce on arrive par l'entrée piétonne, oui, ou le stationnement, puis quelle impression ça nous donne? Les retours sur l'investissement peuvent être assez importants et intéressants, tant au niveau de la clientèle, mais pour retenir les employés aussi. Ça fait vraiment partie de l'enveloppe complète d'éléments qu'il faut regarder. et donc justement là-dessus, un propriétaire qui voudrait agir, selon toi, c'est quoi un peu l'intérêt principal d'amener justement ces transformations-là, donc noter un petit peu de ce volet économique qui, des fois, on le voit vraiment directement sur le papier, d'autres fois, c'est un peu plus difficile et parfois aussi sous-estimé.
Et dans justement tout ce changement-là, c'était quoi un peu dans tous les projets que tu nous as présentés, surtout un peu d'un propriétaire qui veut agir un peu par où commencer? Est-ce qu'on doit s'attendre à peut-être à certains défis qu'on va rencontrer, puis comment on est capable de surmonter ces défis-là et de s'assurer que en fait, le projet devienne vraiment un succès? Est-ce que tu as quelques clés comme ça à nous donner si jamais on veut passer à l'action? Euh, je vais commencer peut-être par un des plus gros défis. Un des plus gros défis. C'est, évidemment, c'est que c'est un changement. On est encore en changement. Je sais que peut-être ça peut être depuis 2009-2010, mais on est en changement et ça prend du temps. Pensez au recyclage. Moi, je vous donne ça en exemple. Il y a encore du monde qui, il pourrait encore apprendre à comment faire du recyclage. Donc, il faut se donner le temps en tant que société de dire c'est normal qu'on soit fait comme que ça doit se faire comme ça. Et c'est ça qui devient d'abord, est-ce que c'est nécessaire, pas nécessaire? Est-ce que c'est, quand je disais tout à l'heure, est-ce que c'est vu comme une charge additionnelle à la place de dire que c'est juste non, ça fait partie des essentiels? Parce que ultimement, comme je dis, et ça revient à l'argent, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vont poser ces questions-là. C'est normal, il faut payer, il faut le faire, il faut le transformer. Mais c'est on va transférer l'argent de place. Et donc, à place de faire ce qu'on va appeler bientôt, j'espère plus traditionnel, mais un stationnement infrastructure grise, le transformer en infrastructure verte avec tout et éco-responsable, avec tout ce que ça veut dire, c'est que c'est pas juste une question de déposer l'argent au départ. C'est pas juste la construction, c'est qu'est-ce que ça va nous donner en retour. C'est qu'est-ce qui va être la plus-value au niveau de l'attractivité. Je reviens à ce qu'on a dit au début. Rappelez-vous la petite histoire de la dame qui m'a dit elle trouvait ça bien beau. Ben oui, c'est ça qui fait que c'est là où est-ce que on a un retour sur notre investissement. Je pense que c'est du 1 pour 6, presque dans la littérature, dans la recherche qui a été faite, qu'on est capable d'avoir des retours vraiment intéressants sur l'investissement qu'on va faire. Et donc, ça, c'est un des plus grands défis de dire oui, ça vaut la peine. Oui, c'est pas juste un plus, on n'est pas juste une petite couche supplémentaire qui va là-dessus. L'autre, c'est dans le défi, c'est la réglementation. Chez Laval, entre autres, il y a eu la refonte du règlement d'urbanisme qui a eu lieu. Il y a d'autres municipalités qui l'ont fait aussi, mais il y en a d'autres, puis ce n'est pas évident, qui sont peut-être plus à la remorque, qui ne sont pas encore arrivés à leur changement. C'est sûr, ça coûte de l'argent à changer de la réglementation. Là, faut faire quelque chose, mais ça peut devenir un frein aussi. Et donc, peut-être ça, par rapport à essayer de faire les choses un peu différemment. Je reviens en exemple sur Rodrigue Gilbert, où est-ce qu'un des défis qu'on avait, c'était un petit défi peut-être, mais c'était justement, il disait, ben oui, pour nos stationnements, euh, il faut, on ne peut pas avoir d'abaissement de bordure, un abaissement de bordure et ensuite un dénivelé en arrière de cette bordure-là. Il faut que ce soit au même niveau. On dit, oui, mais on faut faire la gestion de l'eau. Le client, la ville nous demande de la biorétention et ensuite, on ne peut pas avoir un dénivelé. Qu'est-ce qu'on fait? Mais bon, comme on dit, la nécessité est la mère de toutes les inventions. Et donc, on s'est retourné dans l'équipe et on dit qu'est-ce qu'on peut faire? Fait que là, avec un fournisseur, on a trouvé quelque chose. On a dit, ben, est-ce que vous pouvez nous créer une boîte en fonte qui va se couler dans la bordure? Donc, techniquement, la bordure est au même niveau, mais il y a un trou dans la bordure. Il n'y avait rien dans la réglementation qui disait qu'on ne pouvait pas avoir un trou dans la bordure. On ne pouvait pas abaisser la bordure. Et à ce moment-là, au niveau des permis, ils étaient à l'aise à nous donner les autorisations nécessaires. Et maintenant, je vous dirais, cette bordure-là, vous allez la voir à peu près les petits cadres en métal que vous voyez dans les bordures et dans les trottoirs. C'est rendu un peu plus chose courante. Parfait. On n'est pas encore tous les outils. Donc, la réglementation peut devenir un frein. Donc, ça, c'est les défis. Je préfère commencer avec les défis que finir avec les défis. Euh, mais les défis, c'est ça. C'est juste une contrainte. Ça nous permet de justement de flexer un peu nos muscles d'innovation et de création pour essayer de trouver des solutions. Donc, nous, on est tout à fait à l'aise avec ça. Euh, le succès, vraiment, dans les conditions de réussite, je suis fière en fait de tous les projets. Ce serait difficile d'en prendre un plus que l'autre, honnêtement. Ils ont tous leurs bénéfices. Fait que je ne vais pas répondre à celui qu'on est le plus fier. Je trouve qu'ils sont tous très intéressants. On a toutes des leçons apprises à prendre de tous ces projets-là. Mais
qu'est-ce qui est intéressant? Bon, les conditions de réussite, je pense que j'y ai répondu. Il faut vraiment qu'il y ait une motivation de la part du client et de l'équipe complète. Parce que maintenant, ça s'adresse à la voirie, l'horticulture. Ça s'adresse différents services sur un même élément souvent. Là, je reviens toujours à la gestion des eaux pluviales, mais parce que ça fait partie d'eux. Maintenant, il faut vraiment, dans toutes les municipalités, il faut vraiment faire des efforts pour faire les choses différemment. Donc, qui fait quoi? Donc, qui a un peu le contrôle? Fait que c'est la discussion, que ce soit un projet privé, comme je regarde Maxime dans un projet de Desjardins, on le créerait ensemble, disons, mais il faut que ça aille au permis. Fait que veut pas, quand c'est au permis, ben ça rentre, puis là, ça fait un petit peu, pardonnez le ping-pong, ça s'en va entre l'urbanisme, entre l'ingénierie, entre tout ça, pour voir est-ce que ça remplit toutes les petites cases, puis c'est ça qu'il faut que maintenant toutes ces personnes-là se parlent. Fait que si au niveau du- pour avoir vraiment une réussite, il faut que les clients, idéalement, puissent avoir une discussion avec ces groupes-là, mais pour dire qu'au niveau de la conception, tout le monde va être d'accord à faire des choses un peu différemment. On va le construire. Et comme je le dis régulièrement, ensuite, il va falloir l'entretenir aussi différemment. Donc, ce n'est pas juste à la conception que les défis, qui ne sont pas insurmontables, mais c'est aussi au niveau de l'entretien pour que la boucle se boucle et on puisse avoir des aménagements qui puissent performer à longue durée. Donc, c'est perçu comme étant des projets qui sont plus onéreux à la construction. Moi, je vous dirais, je ne suis pas certaine parce que nous, dans notre documentation et nos analyses en gestion des eaux pluviales, on est en fait à peu près en moyenne à 20 moins cher qu'un projet avec des infrastructures grises. Ben, ça coûte cher, les gros tuyaux de béton, la rétention souterraine, tout ça, ça coûte très, très cher. Euh, et que ça coûte plus cher d'entretien. C'est différent. La courbe est un peu plus forte au début, mais ensuite, ça redescend parce qu'une fois que les végétaux sont en place, ben, ils prennent ils se mettent en place, puis ensuite, ça va assez bien. Je m'amuse toujours à dire qu'en gestion de l'eau, c'est parce que il y a l'entretien des puisards et des regards, on pourrait s'en reparler. Parce que c'est souvent été pas fait. Et donc, c'est perçu comme une charge additionnelle. Euh, mais qu'est-ce qui en fait vraiment son résultat? Ben, c'est la question de l'attractivité. Je reviens toujours à la notion d'attractivité. Qu'est-ce qui en fait quelque chose d'intéressant? C'est que le monde se plaise à y aller. Tout le monde ne doit pas courir, aller chercher la place de stationnement qui est à l'ombre. Il y a de l'ombre partout. Donc, s'il faut avoir en voiture. Mais si on entre là comme piéton, comme cycliste, on ne sent pas que c'est isolé. Donc, c'est vraiment un espace plus inclusif, si on veut dire, parce que au niveau de la mobilité, ça va chercher plus de monde. Et ça vient aussi remplir des services au niveau de la biodiversité. On sait aussi qu'il est très, très important parce que plus souvent qu'autrement, ce n'est pas 100% ça, plus souvent qu'autrement, il y a une grosse part de végétalisation. Et donc ça permet aussi d'introduire quelque chose un peu plus intéressant, un autre discours, une autre couche qui est nécessaire dans nos communautés pour qu'on puisse atteindre les objectifs qui ont été mis de l'avant à COP15. Il faut qu'on fasse quelque chose, là. Donc, ces intérêts-là, ce n'est pas juste un point spécifique, c'est toute une série de points, mais au niveau économique, comme je finalise là-dessus un peu, c'est de dire que ultimement, ça ne coûte pas plus cher. Mais il faut vraiment regarder tous les chiffres. Il ne faut pas juste faire à l'achat. Donc, tous ces projets-là ont quand même une vision, parce qu'on va dire on va diminuer les îlots de chaleur, on va filtrer l'air et l'eau. Donc, c'est sûr que ça, on parle d'adaptation au changement climatique, mais l'attractivité et donc le retour sur l'investissement très, très important et surtout l'amélioration des milieux de vie. Donc, c'est ça qui en fait un succès. Merci beaucoup, Mélanie. On va passer à Alexandre de la ville de Laval. Et je pense que Mélanie, justement, vient d'en parler un petit peu. On a abordé un petit peu de la réglementation, certains leviers comme ça. Mon petit doigt me dit qu'on va en parler aussi avec Alexandre Barnett. Euh, donc, la ville de Laval, ça fait déjà dans les dernières années là qu'on voit une certaine transformation
soit des outils existants qui sont transformés ou des nouveaux outils mis en place. De plus en plus de municipalités le font aussi, mais le cas de Laval, moi, je trouve toujours intéressant parce qu'on parle quand même d'un aménagement qui est assez particulier de la ville et des très grosses transformations à amener. Puis on voit en ce moment ce changement-là. Donc justement, Alexandre, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ces principaux leviers, ces outils qu'à Laval, vous avez mis en place ou que vous êtes en train de mettre en place pour justement encourager cette transformation des aires de stationnement, peu importe que on parle dans certains cas de garder du stationnement de surface et essayer de l'améliorer ou de redévelopper ces espaces-là aussi pour en faire autre chose. Est-ce que tu peux nous parler justement un peu de ces leviers-là, de ces principaux outils que vous mettez en place? Puis c'était quoi un petit peu les motivations derrière? Pourquoi vous, en tant que ville de Laval, justement, c'est important pour vous d'amener ces leviers-là? Et peut-être si aussi vous avez rencontré certaines difficultés derrière pour leur mise en application. Avec grand plaisir. Merci, merci beaucoup, Romain. Ben, laissez-moi commencer par dire que je suis très heureux de participer là, au nom du conseil municipal puis du maire Stéphane Boyer, là, qui ne pouvait pas être des nôtres aujourd'hui. Puis de remercier les Creux pour ce travail important-là, notamment le Creux de Laval que je salue, mais les Creux en cette collaboration. Euh, la démarche stationnement éco-responsable, le réseau d'expertise, on est vraiment dans le concret et ça aide beaucoup, même des municipalités, là, vraiment à aller de l'avant. Là. Donc, merci beaucoup pour ça. J'ai envie de commencer par le pourquoi. Hein. Pourquoi est-ce qu'il faut agir? Tu sais, Laval, comme partout ailleurs, ben, on est frappé de plein fouet par la crise climatique. Hein. Bien sûr, on est une île, donc les inondations, mais si on se rapproche des stationnements, ben, des vagues de chaleur qui ont tué des citoyens lavallois. Là. Il y a vraiment des décès liés aux vagues de chaleur dans les îlots de chaleur. Il y a ça. Il y a la gestion de nos eaux. Hein. Laval est pas très bonne dans le palmarès de villes qui font des déversements parce que nos systèmes de gestion des eaux, quand il y a des pluies massives, ben c'est ça. Donc, il faut vraiment s'adapter. Nos rivières en écopent. Et franchement, ben, on se prépare pour le pire, hein, sachant ce qui s'en vient, en adoptant les meilleures pratiques. C'est un peu ça le mindset. Hein. Fait que la vision derrière, c'est une vision de responsabilité de prendre soin de nos citoyens, humains et non humains, prendre soin de notre territoire aussi. Puis le risque, même pour poser la question un peu, c'est quoi le risque de ne pas le faire? Ben, le risque, c'est de ne pas oser ce qu'il faut faire par crainte de réaction opposée. Là, on va en parler un petit peu de résistance là, parfois au changement. Faut dire aussi, là, dans la perspective de la ville, c'est que par les mesures d'éco-fiscalité, par les mesures de réglementation, dont je vais vous donner quelques exemples concrets, là, on ne souhaite pas punir les propriétaires. Au contraire, on souhaite les accompagner faire des meilleurs choix pour leur intérêt. Hein. Mélanie, t'en as bien parlé de désintérêt, puis on va poursuivre là-dessus. Et pour ceux de l'environnement, pour ceux de la collectivité. Donc, c'est win-win-win. Hein. Tout le monde y gagne. L'idée, c'est vraiment de s'élever ensemble pour relever les défis auxquels on fait face, puis même prendre ce qui est à la base pointé du doigt comme un problème, hein, les gros stationnements, puis c'est lettres, puis c'est chaud, puis le transformer en solution. C'est quelque chose qui donne le goût, qui goûte bon, là, qu'on a envie d'y aller, là, comme l'exemple que tu as mentionné plutôt, Mélanie. Ce faisant, ben, faire des propriétaires, des grands alliés, hein, des leaders de la transition écologique, c'est un mindset qui est vraiment important. C'est vraiment une invitation à faire partie de la solution, puis à en être très, très fier. Donc, on a discuté un petit peu plus tôt de l'idée de leadership. Hein. Certains, il y a des commandes qui sont passées pour transformer les stationnements. Puis le rôle de la ville, ben, c'est d'avoir une vision systémique. Hein. Comment qu'on peut, d'une part, encourager, hein, créer le terreau fertile pour que ces demandes-là émergent plus naturellement, d'une part, donc un peu comme la carotte. Et puis, il y a bien sûr la réglementation qui force des changements. Puis on est vraiment dans un équilibre entre les deux. Puis je vais vous parler plus particulièrement de deux éléments. Le premier, c'est une mesure d'éco-fiscalité qui a fait les manchettes l'an passé quand on l'a adoptée. Donc, une taxe sur les surfaces pavées au centre-ville, donc sur les stationnements. Et là, ça, c'est vraiment un incitatif. Hein, l'éco-fiscalité, c'est ça. Hein, c'est l'idée c'est pas de faire des sous, c'est vraiment de changer des comportements. La meilleure mesure d'éco-fiscalité vise à ne plus exister parce que tous les changements auront été opérés. L'objectif de cette taxe sur les surfaces pavées au centre-ville, c'est vraiment de diminuer
la pression sur les infrastructures municipales, les systèmes d'égouts et d'aqueduc, et de limiter les îlots de chaleur. Donc, on parle de réduire les ruissellements des eaux de pluie pour les éviter, là, ces débordements dont je parlais, qui sont très nocifs. Oui, bien sûr, îlots de chaleur urbains. Et aussi, en même temps, c'est une autre façon de dire gagnant, 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 de favoriser la transformation du vécu urbain. On en a parlé de l'agréabilité, d'être dans le centre-ville, dans la foulée de l'adoption d'un programme particulier d'urbanisme dans le centre-ville. C'est une vision combinée en différents outils qui visent à transformer le centre-ville. Alors, très concrètement, c'est une taxe qui est appliquée depuis l'année passée, depuis 2023, précisément à 129 immeubles, donc terrains à vocation qui sont commerciales ou industrielles, donc pas résidentielles, dans le centre-ville de Laval. C'est 1 400 000 mètres carrés de surface pavée. Donc, autrement dit, on a une grosse quantité d'espaces qui sont minéralisés, largement sous-utilisés. Je reviens là-dessus, ça a été mentionné plus tôt, mais oui, le stationnement est vide une bonne partie de son temps, qui occupe jusqu'à 25 de la superficie du centre-ville de Laval. Donc, c'est quelque chose qui est quand même majeur. Ça a un impact significatif sur l'environnement, comme je l'ai mentionné. C'est vraiment l'imperméabilité, la captation d'énergie solaire, puis une vocation, faut le rappeler, qui favorise l'utilisation de l'auto, puis de l'auto solo, souvent. Puis si on tombe dans les chiffres un petit peu, donc on prévoit une taxe qui est, en fait, on a une taxe qui était par progression, en mesure d'accompagnement, pour éviter qu'on aille tout d'un coup à quelque chose de provoquer une réaction négative. Non, on y va en progression. Donc, avec un taux de 50 cents par mètre carré pour les premiers 50 000 mètres carrés de surface pavée. Ce taux-là, plus la surface grandit, plus il augmente. Donc, il double à 1 $ pour les 50 000 mètres carrés supplémentaires pour plafonner à 1,50 $ pour tout ce qui excède des 100 000 mètres carrés imperméabilisés. Donc, c'est pas beaucoup. C'est la première fois qu'on fait ça, donc on le teste et on commence avec des taux. On parle de millions de dollars là, par année. C'est pas pour l'ensemble des propriétaires. Donc, c'est quand même pas une charge fiscale qui est énorme. On s'est dit, c'est pas d'assommer, surtout on vit encore pour le commercial l'impact post-pandémie sur la consommation en surface. Mais c'est un levier pour dire, ben, c'est là, ça progresse. Et là, pour l'instant, il y a ce plafond-là, mais c'est un peu comme le marché du carbone. Un jour, le plafond va augmenter. On teste ça dans le centre-ville. Puis d'ailleurs, c'est ça. Il y a aussi cet élément-là. On commence par le centre-ville pour les raisons que je vous ai exprimées. Mais il y a plein d'autres surfaces minéralisées de gigantesques stationnements à Laval qui sont ailleurs que dans le centre-ville. Alors ça, c'est notre première mesure là, dont j'avais envie de vous parler, la mesure d'éco-fiscalité, qui est davantage, qui est à la fois dans la carotte et le bâton, j'ai envie de dire, mais qui pousse tranquillement vers la transformation, qui est un incitatif. Et l'autre levier, bien sûr, c'est la réglementation. Puis là, donc, dans notre nouveau code de l'urbanisme qui est adopté il y a 1 an et demi, on a vraiment des mesures de perméabilisation des stationnements. Donc, ça, c'est vraiment une action systémique. On crée la contrainte dont avait parlé Mélanie. Donc, dans le cas de l'urbanisme, toute aire de stationnement de plus de 20 cases doit comprendre des îlots végétalisés qui comprennent 3 stades de végétation. On parle tout le temps des arbres, là, mais il y a aussi les arbustes et les herbes. C'est un ensemble qui, d'une part, combine la meilleure possibilité de soutenir la biodiversité, puis ils sont franchement agréables. Et ils ont tout un rôle de captation de CO2, d'absorption des eaux et d'agréabilité. Puis on s'en vient bientôt avec un règlement sur la biorétention. Donc, si un projet comprend au-delà d'un certain seuil de surface pavée, il va devoir comprendre des ouvrages de biorétention, par exemple des saillies drainantes, qui va être une capacité qui est bien définie directement sur le terrain. Donc ça, c'est l'autre mesure que la Ville met en place pour s'assurer que ça se passe partout. Je parlais de leadership, puis Mélanie également. Là, donc oui, il y a ces propriétaires, ces promoteurs qui sont comme moi, il faut que je le fasse, j'ai envie de le faire, c'est mon devoir, ma responsabilité. Mais pas tout le temps. Donc, il faut aussi s'assurer de donner l'impulsion que ça se passe parce que l'urgence climatique dans laquelle on est, puis l'urgence
Hein. L'urgence climatique, elle est là, puis c'est une urgence humaine. Hein. C'est des crises humaines qu'on vit. Donc, pour protéger nos concitoyens, nos concitoyennes, il faut le faire maintenant, puis on n'a plus le temps d'attendre juste la bonne volonté. Donc, on essaie de la nourrir, puis d'un côté, puis d'essayer de la pousser, puis de l'encadrer d'un autre côté. Ce que j'ai envie d'ajouter, ça peut être un petit peu passé sous le radar, c'est qu'à la communauté métropolitaine de Montréal, donc Laval en fait partie, bien sûr, j'ai le plaisir de présider la commission environnement et transition écologique sur laquelle on a travaillé, dans laquelle plutôt on a travaillé le plan climat de la CMM. Et une des actions, c'est de créer un programme métropolitain de déminéralisation, de verdissement des stationnements. Là, dans le Grand Montréal, puis là, si on regarde des stationnements de 250 mètres carrés et plus, c'est 7% du territoire urbanisé. C'est Laval, on est un exemple de ça, mais dans les 82 municipalités du Grand Montréal, c'est ça. Donc, ça s'en vient, là. Donc, oui, on essaie de défricher. Il y a plusieurs municipalités qui sont des leaders avec des éléments. Et là, dans le Grand Montréal, ça va devenir, là, on parle d'un programme de déminéralisation. Bien sûr, c'est pas réglementaire, on est dans le soutien, là, mais le message est lancé, là. Dans le Grand Montréal, les stationnements, on les veut déminéraliser et on les veut verdis. Merci. Ben, on voit, je pense qu'il y a quand même beaucoup d'outils qui peuvent être utilisés, qui sont mis en place. On comprend aussi justement la nécessité pour les municipalités de le faire. Hein. Comme je disais, c'est un coût aussi, cette façon d'aménager le territoire et de transformer. Puis, justement, tu parlais un petit peu de ce changement-là à apporter, puis que des fois, ben, il faut y aller un peu plus progressivement, d'accompagner les gens. Donc, justement, est-ce que tu peux nous parler un petit peu disons, des répercussions de ces nouvelles mesures sur les propriétaires et gestionnaires d'aires de stationnement? Qu'est-ce que ça implique un peu pour eux? C'est quoi les éléments principaux, justement, pour un peu se faire accompagner et amener cette transformation? Puis, si aussi vous rencontrez peut-être encore des défis, on sait que c'est certaines mesures, là, certaines transformations qui sont quand même aussi assez récentes, comme tu disais, qu'on teste. Est-ce qu'il y a des choses qui méritent qu'on s'y attarde un peu, puis peut-être qu'on travaille sur ces questions-là ensemble? Ben oui, tout à fait. Là, ça a été mentionné aussi plutôt par Mélanie, mais c'est une nouvelle façon de planifier qu'il faut intégrer. Là, on est encore dans le work in progress. Donc, il y a des leaders qui savent comment faire, puis d'autres qui sont en quête d'inspiration, puis j'espère qu'ils vont participer à votre réseau d'expertise, votre communauté de pratique. Puis c'est pour ça que l'approche de progression dans les mesures est importante, parce que c'est à la fois un message clair, là, on s'en va là. Donc, tu sais, mais on donne de l'avance. Puis pour les acteurs économiques, la prévisibilité, elle est importante. Ce serait dramatique. Si demain matin, on disait, vous avez 3 mois, dans 3 mois, c'est 15 par mètre carré. Non, ça marcherait pas. Donc, vraiment, l'accompagnement dans la perception, mais aussi dans le concret. C'est-à-dire que la ville accompagne, tant au niveau de la planification qu'au plan du verdissement lui-même. On n'a pas la capacité, on n'a pas le droit comme municipalité de subventionner des entreprises privées, mais on a un programme à travers des OBNL qui permettent d'accompagner le très concret dans les plans et sur le terrain, après ça, la déminéralisation et la plantation, et qui couvre 50% des coûts. Hein, donc, on parlait tantôt de la perception de coûts. Par ailleurs, chez nous aussi, on le voit là, avec nos promoteurs, nos propriétaires, faire des aménagements de perméabilisation versus une gestion traditionnelle. J'ai envie de dire maintenant, il faudrait quasiment dire une version archaïque. La gestion de l'eau de pluie, là, c'est pas plus coûteux là, pour le propriétaire ou le promoteur quand il y a un redéveloppement là, pour un propriétaire actuel. Et alors, en plus, ben, pour enlever un levier puis donner le goût encore plus, ben, à la Ville de Laval, on s'est dit on va offrir un soutien financier aussi qui va couvrir 50% des frais de déminéralisation, des frais de plantation. Puis, la Ville regagne plusieurs fois le montant investi dans la gestion des eaux, c'est payant pour tout le monde. À nouveau, on est dans une perspective gagnant, gagnant, gagnant. Puis oui, il y a des résistances, bien sûr. Le fait de commencer par le centre-ville, c'est que c'est souvent des grands propriétaires. Donc, dans le grand chaîne des choses, dans la ligne des budgets, des revenus et dépenses,
c'est comme moins pire, j'ai envie de dire, c'est une plus petite goutte dans l'océan. C'est sûr que tu sais que la résistance, parce qu'on n'aime pas ça se faire imposer, puis, euh, mais pas tant que ça. Justement parce qu'il y a un cocktail d'accompagnement. On est, on n'est pas là, bonne chance, puis on se revoit dans un an, puis il faut que ça soit fait. On est vraiment là pour les soutenir. Euh, c'est ça, le fait de commencer par des grands propriétaires avant peut-être d'étendre sur d'autres territoires, ou là, c'est peut-être des plus petits propriétaires où le coût euh, va être plus grand, c'est relativement plus grand. Euh, ben, c'est d'avoir des exemples concrets sur le territoire aussi, chez nous, où on va pouvoir dire, ben, regardez, c'est à ça que ça ressemble à un stationnement exemplaire, un stationnement du 21e siècle, un stationnement qui s'adapte et qui donne le goût d'y être. Puis finalement, pour le message qu'on envoie, là, puis je reprends ce qui a été dit avec d'autres mots peut-être, mais pour moi, les stationnements, c'est comme les immeubles. Hein. Depuis ben, tu sais, les immeubles d'ailleurs, mais je parle d'un building, là, un bâtiment. Depuis la fin du 20e siècle, là, dans des endroits centralisés, on n'en veut plus des immeubles avec un seul usage. Hein. Dans un esprit d'identification douce, intelligente, on veut des immeubles multi-usages, hein, des commerces au rez-de-chaussée, des bureaux, des condos, des logements abordables, une mixité d'usages. C'est ça qui est comme, wow, maintenant, on apprécie ça là, dans les quartiers. C'est notre nouvelle étoile du Nord. Mais les stationnements, c'est la même chose. Les stationnements du 20e siècle, c'était des places pour parker des chars. On n'en veut plus. L'espace doit aussi être mixte, hein, servir à bien d'autres types de mobilité. D'ailleurs, pas juste l'auto. Hein. Je pense à des stationnements sécurisés pour les vélos. Puis quand je dis sécurisé, c'est pas juste des racks à vélos, là, c'est vraiment des espaces sécurisés. Surtout que les vélos électriques, maintenant, ben, coûtent pas mal plus cher. On veut pas se les faire voler. Fait qu'on faut enlever faut donner le goût d'aller dans ce stationnement-là puis se dire, j'ai confiance que je vais retrouver mon vélo à 3 000 à 4 000 à la fin de la journée. Trottinette électrique, même chose, même si c'est un peu moins cher. Donc, on veut ça, des stationnements qui servent à d'autres types de mobilité que juste l'auto. Ça attire des clients, ça attire des consommateurs. C'est parfait. Des espaces de biorétention, on en a parlé. Des jardins de pollinisateurs, oui, la COP15 nous a rappelé à quel point il faut être responsable, bien sûr, de nos citoyens humains, mais je le disais en début, de nos concitoyens non humains aussi. On est les gardiens du vivant sur notre territoire. Pourquoi pas des mini-zones d'agriculture urbaine? Il y a plein de possibilités, là. Ça peut être trippant. Puis, ça peut créer, faire en sorte que les stationnements, c'est pas juste un espace d'arrêt, effectivement, mais une destination, ça peut être quelque chose où c'est tellement le fun qu'on y va. Puis là, ben, les commerçants du coin, tout le monde gagne, là, tout le monde est content. Fait que si on veut amener plus de vie, euh, plus de clients commerçants, ben, il faut dynamiser nos stationnements. Puis là, vraiment, c'est la formule où tout le monde est gagnant. Merci beaucoup, Alexandre. Justement, on voit qu'il y a beaucoup de choses au niveau des municipalités qui évoluent, qui se mettent en place. Puis, justement, tu commençais à parler un petit peu de peut-être certaines infrastructures un peu plus précises de mobilité, les supports à vélo, etc. Et justement, c'est quelque chose qu'on va aborder avec Maxime Poulain. Donc, travaille chez Desjardins. Ça fait déjà de nombreuses années, hein, Desjardins, que vous avez pris ce virage pour la mobilité durable. Vous avez mis en place de nombreuses mesures. Puis on voit ces changements-là quand on va. Si vous avez déjà eu l'occasion d'aller au complexe des jardins, on voit toutes les choses à l'intérieur qui sont faites pour ça. Puis justement, ces mesures de mobilité durable sont extrêmement importantes. Quand je vous montrais au début les différents critères de la certification, le volet de transfert vers d'autres modes de transport est vraiment important si on veut agir justement sur le stationnement, réduire le stationnement et faire la place à autre chose. Et donc, Maxime, est-ce que justement tu pourrais nous parler un petit peu en tant qu'organisation, qu'est-ce que dans les dernières années vous avez mis en place justement pour favoriser ce transfert modal, pour s'assurer que les gens vont avoir des moyens différents de se déplacer. Donc, parler un petit peu des différents programmes ou incitatifs que vous avez. Puis, qu'est-ce qui a fait justement que vous avez opéré ce virage-là vers une mobilité plus durable? Puis comment ça s'est passé un petit peu? Est-ce que ça a été difficile, long ou pas? Je te laisse nous parler un petit peu de ça. Oui, alors bonjour et merci beaucoup pour l'invitation.
Je vais répondre à la question en 2 volets. Hein, on va parler du mouvement Desjardins, le plus gros employeur privé au Québec, et aussi du complexe Desjardins, donc un des plus grands, un des plus vastes immeubles multi-usages. Donc, je suis content de voir que le multi-usage est mis de l'avant à Laval. Donc, oui, c'est un édifice multi-usage, un des plus vastes à Montréal. Donc, pour le mouvement Desjardins, opérer la transition vers les déplacements durables. Donc, c'était vraiment une question au niveau des ressources humaines. Attirer des nouveaux employés, attirer une nouvelle génération et retenir aussi les employés qu'on avait. Ça a passé là, par la construction de vestiaires, d'enclos à vélo. C'est devenu un requis sur tous nos sites. Donc, dans les derniers sites qu'on a construits, on pense au stade olympique à Montréal, où on s'est aménagé dans la tour, et le 450 de Maisonneuve, un autre immeuble aussi, lorsqu'on a désiré s'aménager dans ces immeubles-là, vestiaires à vélo, des douches et tout, c'était un requis pour le mouvement Desjardins. En fait, l'autre incitatif aussi, c'était de rencontrer nos objectifs de réduction des gaz à effet de serre. On a pris l'engagement de réduire de 50 pour 2030. Donc ça comprend, surtout dans notre composante immobilière, les déplacements d'affaires, l'énergie dans les bâtiments et aussi la consommation de papier. C'est quand même c'est quand même spécial, mais la consommation de papier, beaucoup de gaz à effet de serre. Donc aussi, après ça, on veut aller vers zéro émission nette en 2040. Et ça, c'est également aussi sur nos fournisseurs, donc l'approvisionnement et tout, le scope 3. Donc, il y a beaucoup d'entreprises qui sont présentement en train de patauger là-dedans. On en a fait là, justement une couple de semaines un panel là-dessus. Maintenant, le complexe Desjardins, pourquoi on opère le transport on opère vers le transport actif aussi, c'est ça, c'est de devenir attractif pour des locataires potentiels, devenir attractif aussi pour des visiteurs. On est dans le quartier des spectacles. Le quartier des spectacles tend à étendre l'offre de plus en plus. À chaque année, l'offre de festivals augmente en temps dans l'année. Donc, on veut devenir attractif. On veut que les gens viennent chez nous en vélo, viennent chez nous en transport actif. On voulait accommoder nos locataires actuels et aussi le plus possible. J'aimais ça ce que Mélanie disait. La seule constance chez nous, c'est le changement. Hein. C'est ça qui est la réalité. Donc, avec les nouveaux modes de travail hybrides, on a dû changer tant au mouvement qu'au complexe Desjardins la façon dont on allait se déplacer. Donc, les gens, on s'est rendu compte qu'avant, l'enveloppe de développement durable, l'enveloppe de déplacement était vraiment axée sur des passes à la semaine de transport en commun. Maintenant, les gens viennent travailler 2 jours semaine, principalement mardi, mercredi, jeudi. Donc, prennent le transport en commun l'hiver ou quand il ne fait pas beau, mais quand il fait beau, les vélos, il commence à en avoir énormément. Donc, on est constamment en train d'ajouter des enclos sécurisés. C'est sûr qu'on veut que les gens, même chose qu'on a entendu un petit peu plus tôt, les gens ne veulent pas juste laisser les vélos là puis revenir le soir puis qu'ils se fassent voler. Donc, on a augmenté considérablement nos enclos. Puis, on planifie encore ajouter des enclos sécurisés parce que les gens viennent de plus en plus en vélo dans le centre-ville. On a des projets aussi d'agrandir les vestiaires. Il commence à avoir des files d'attente pour les douches le matin, pour les coureurs le midi. Donc, c'est un beau problème. Les gens veulent faire plus d'activité physique. Puis, pour un employeur, pour le plus grand employeur privé au Québec, c'est intéressant de voir que les ressources humaines vont être plus actives, vont être plus en forme aussi. Puis on veut également, l'autre motivation du complexe Desjardins aussi, ça a été de répondre à la demande. Hein? On est chanceux. On est un immeuble, comme je disais tout à l'heure,
On a 4 millions de pieds carrés. Il y a 2 millions de pieds carrés de bureaux. On est occupé. On est occupé. J'ai presque pas de pieds carrés de libre. On est chanceux. On est très chanceux. Mais il y a d'autres immeubles dans le centre-ville. Ce n'est pas la même chose. Il y a des baux qui se terminent. Les gens réduisent les pieds carrés. Donc, on doit s'ajuster aussi. Le marché est quand même très agressif. Il y a des bâtiments qui ont faim, qui veulent attirer des locataires. Donc, on doit, nous aussi, se garder une certaine compétitivité à ce niveau-là. Maintenant, comment on a fait de notre côté pour augmenter là, c'est quoi les choses qu'on a mis en place, en fait. C'est vraiment, bon, on parlait au niveau mouvement, ressources humaines, l'enveloppe de transport actif. Il y a des avantages employés. On s'est pris des partenaires aussi. On a fait un partenariat avec Bixi. Les employés des jardins paient moins cher leur abonnement, paient moins cher aussi leur déplacement à Bixi. À cause qu'on a pris une entente avec eux. On a également aussi une station Bixi sur notre terrain extérieur. Il ne faut pas l'avoir intérieur, on l'a extérieur. Une station Bixi maintenant qui recharge les Bixi. Donc, les gens auront pu aller mettre les batteries dans les Bixi bleus. On a pris aussi des partenariats avec Communauto. On a pris des partenariats avec des gens pour la réparation des vélos. Donc, on a aussi pris comme engagement de prendre les nouveaux sites, les nouveaux emplacements qu'on va louer près des métros. Je reviens encore au stade olympique, 2 stations de métro, une station de métro aussi pour le 450 Maisonneuve. L'autre chose aussi, on a mis une navette entre Lévis et Montréal. J'avais dit qu'on voulait réduire nos gaz à effet de serre avec les transports qui sont liés aux affaires. Dans le fond, il y a des équipes qui sont divisées entre Montréal et Lévis. Lorsqu'on veut se rencontrer, au lieu de prendre l'auto, bien, on prend les navettes. On y va comme ça. Donc, on consomme moins de gaz à effet de serre à ce niveau-là. Il y a une plateforme de covoiturage aussi à Lévis qui existe. Complexe des Jardins, exactement. On augmente le vestiaire. Également aussi, une chose intéressante qu'on a fait dernièrement, on a ajouté beaucoup de prises pour les trottinettes électriques aussi, des stations de remplissage de gourdes. Donc, on veut être attractif pour les gens, on veut être attractif pour les employés, on veut être attractif pour les visiteurs. On vise également à avoir une certification vélo sympathique. De l'autre côté aussi, on réduit les places traditionnelles de stationnement. On est rendu maintenant avec 30 bornes de recharge. Chaque fois qu'on regarde un immeuble, on a 5 ou 6. On est rendu à 30 bornes de recharge à 208 volts. Et maintenant aussi 4 bornes rapides qui ont fait que l'an passé, en 2023, on a redonné un total de 500 000 kWh sur la route. Donc, ça commence à devenir un chiffre important. Ça commence à apparaître sur notre bilan d'électricité ou d'énergie pour l'année. Mais en même temps, on est quand même content de leur donner sur la route. On va continuer à en donner. On a encore de la place pour en mettre. Donc, tout ce que je dis présentement, c'est ça. C'est que notre tendance lourde, on tend à avoir de moins en moins de places de stationnement pour favoriser les places de vélo ou les places pour des voitures électriques. Également aussi, ce qui ont été nos défis et nos succès? Bon, les succès, c'est sûr, c'est l'enveloppe d'argent qu'on donne pour la mobilité durable. Donc, maintenant, on se rend compte qu'à Montréal, surtout, là, beaucoup d'employés l'utilisent. Donc, on se rend compte qu'il y a jusqu'à 30 % des employés qui l'utilisent, à 90 % l'enveloppe. Donc, c'est quand même assez encourageant pour nous. Il y a beaucoup de gens qui prennent cette enveloppe-là, puis on le voit au complexe, on fait des sondages. La mobilité, les gens viennent en transport en commun, les gens utilisent des vélos. On a des pistes cyclables autour, la piste sur Saint-Urbain. Alors, toutes les conditions sont là pour que les gens utilisent le transport actif. Donc, maintenant, les défis maintenant. On a
Maintenant, il nous reste 1064 places de stationnement. C'est un chiffre qui, je disais tout à l'heure, en constante baisse. C'est quoi maintenant nos défis? Ça va être quoi maintenant le nouveau nombre de bornes que ça va me prendre, des bornes de recharge, le nouveau nombre de places de stationnement de vélo? On essaie de s'adapter à chaque année avec des sondages. On veut voir les gens, ça va être quoi leur moyen de transport? Étaler aussi la présence des gens entre le mardi, le mercredi, jeudi. Ça serait le fun qu'ils viennent aussi le lundi puis le vendredi au bureau. Mais ça va prendre combien de bornes de recharge également aussi? Est-ce que c'est 1064 bornes de recharge? Les voitures électriques s'en viennent de plus en plus performantes. Ils ont moins besoin de se recharger pour aller et venir à partir de la maison. Donc ça, c'est notre défi maintenant. Et puis, la population, de travailleurs, de visiteurs, c'est ça. Combien de places de vélo vont être suffisantes? On ne veut pas avoir de l'accrochage de vélos sauvages partout. Il faut en avoir suffisamment. Ça va être quoi la quantité maintenant requise pour un édifice comme le complexe des Jardins? C'est ça présentement nos questionnements, nos défis. Après ça aussi, je suis content de Mélanie, de ses propos sur la gestion de l'eau, parce qu'avec la Ville de Montréal, une réglementation, on va devoir refaire éventuellement notre toiture. Donc, qui dit refaire la toiture va dire gestion de l'eau de pluie. Donc, on essaie de tenter justement, avec notre stationnement, de garder l'eau de pluie en réservoir pour pouvoir laver le stationnement. Donc, ça, c'est dans nos futurs projets. Donc, c'est une autre façon d'utiliser le stationnement d'une manière écologique. C'est une façon de réduire notre consommation d'eau potable. On l'a fait beaucoup dernièrement, mais un des gros postes de consommation, malheureusement, c'est le lavage du stationnement. Puis de l'autre côté, ce n'est pas juste pour avoir un stationnement propre, éclairé et tout. C'est une question structurale. Les ingénieurs en structure, lorsqu'ils font les inspections, aiment ça voir qu'on a un stationnement qui a été lavé, qu'on enlève le sel, on ne le laisse pas sur la structure inutilement. Donc, c'est quand même requis de laver, mais pourquoi pas le laver avec l'eau de pluie maintenant? C'est dans nos futurs projets, dans nos cartons, c'est là qu'on veut aller présentement. Merci beaucoup, Maxime. On voit qu'il y a quand même de nombreuses choses qui sont mises en place, puis on voit aussi que ça fonctionne quand on les met en place, que la demande est là et que c'est ça aussi qui permet aux gens de changer leur façon de se déplacer. Puis je pense que c'est intéressant aussi ce que je disais, c'est la collaboration, on parlait de ressources humaines, des partenariats externes, internes. Donc je trouvais que ça rejoint un petit peu aussi quand on travaille en tant que tel sur les projets d'aménagement, stationnement. Je pense que c'est quelque chose qui revient de travailler ensemble, d'avoir les partenaires, de se mettre tous autour de la table. Et on voit que ça marche aussi quand on veut mettre en place des mesures de mobilité durable. Donc peut-être pour une petite dernière question pour vous trois, de façon assez rapide. Si vous aviez peut-être quelque chose, un conseil à donner à un propriétaire qui voudrait passer à l'action sur son stationnement, puis s'assurer que son projet va être une réussite, est-ce que vous avez peut-être un conseil, une notion que vous aimeriez que les gens retiennent de tout ce qu'on a dit aujourd'hui? Je ne sais pas qui veut commencer. Je peux me lancer. Moi, je dirais, c'est de prendre le temps d'étudier les options. Parce qu'il faut vraiment, pour un projet, c'est parce que les situations sont toutes différentes. Et de prendre le temps de réfléchir et de planifier. Ça va ensemble. Je sais que c'est deux choses là, que je te dis, pas juste une. Donc, c'est quoi les besoins réels? C'est quoi les potentiels du site? Donc, vraiment, un peu plus prendre le temps, si je devais faire. Je vois le temps à filer, là, fait que je ne veux pas aller trop loin. Mais ce serait ça le plus important à retenir pour moi. Puis, pour ma part, j'ai envie d'ajouter, je reviens avec le mot mindset. Je ne parle pas de règlement, je ne parle pas de démarche administrative. C'est de changer la perspective de Colin, je suis obligé de faire quelque chose avec mon stationnement. Wow! Quelles sont les opportunités que j'ai de créer quelque chose d'unique? Fait aussi, d'aller s'inspirer des meilleures pratiques. Pour voir comment est-ce que je peux faire d'une place qui servait à parker des chars pour en faire une destination qui est tripante, qu'on va avoir envie
d'aller visiter. Et là, c'est une fierté qui vient avec. Fait que de partir avec ce mindset-là, et après ça, d'aller voir les possibles et de créer quelque chose de trippant. Ben, moi aussi, ça rejoint un peu les propos qui ont été dits. C'est dans un peu la même recette qu'on a lorsqu'on veut faire un projet d'économie d'énergie. C'est vraiment la vision intégrée. Exemple, j'ai parlé de rétention d'eau. Je ne peux pas faire un projet de rétention d'eau tout seul et espérer, d'après ça, de passer ça au niveau administratif aux différentes instances. Mais en même temps, si je le passe, le projet, dans un véhicule intéressant, donc la réglementation municipale, je refais la toiture, je n'ai pas le choix. À la place de juste retenir de l'eau, je vais la retenir, je vais la garder, je vais arroser mon stationnement avec, je vais le laver. Alors, c'est comme ça qu'on réussit avec une vision intégrée des projets, tant de maintien d'actifs, parce que moi, je parle, mon stationnement est dans l'immeuble, alors, tu sais, il faut que je parle c'est vraiment un actif immobilier, c'est dans la bâtisse. Donc, je dois avoir une vision intégrée des projets de maintien d'actifs, énergie aussi, économie d'eau et en même temps aussi avoir la vision sur ce que nos locataires, ce que nos partenaires ont comme visée pour augmenter à chaque fois. Ils veulent augmenter la superficie dédiée au vélo, au, au vestiaire. Alors, c'est toutes les choses qu'il faut considérer lorsqu'on fait des projets. Puis, c'est important de garder le dialogue entre les différentes équipes et d'avoir une vision concertée là-dessus. Merci beaucoup. On a quelques questions du public pour vous. Peut-être une qui est destinée plus à Alexandre sur la taxe sur les surfaces pavées. Quelqu'un se demandait à quel usage en fait c'était appliqué. Est-ce que c'est plus commercial, industriel, institutionnel? Oui, ben pour l'instant, la première itération qu'on a, c'est vraiment pour l'industriel et le commercial. Donc, on exclut l'institutionnel. De toute façon, on ne peut pas taxer les institutions. On n'a pas ce pouvoir-là de taxer les institutions non municipales. Donc, on met l'emphase sur le commercial et l'industriel qui sont vraiment les grandes sources là, de surface minéralisée pour l'instant. On avait une question aussi pour Maxime. Est-ce que vous savez s'il y a des projets de verdissement ou de modification des très grands stationnements à la Cité de la Coopération des Jardins à Lévis? Oh, à Lévis, ça, c'est. Je ne peux pas répondre pour Lévis. Là, je suis pas. C'est hors de ma juridiction, malheureusement. Ok, parfait. Une autre question, alors, il y a peut-être un petit peu deux parties. Je pense que c'est peut-être un petit peu plus à Mélanie. Donc, d'une part, pensez-vous qu'il est possible de créer des espaces de stationnement avec encore plus de couverts forestiers pour contribuer à la réduction des îlots de chaleur? Par exemple, avoir des allées d'arbres à toutes les deux rangées, etc., plutôt que des espaces peints au sol. Où on dit que c'est sûr qu'il y a des défis pour faire accepter la réduction des espaces de stationnement, mais que c'était meilleur sur le plan environnemental. Donc, est-ce que c'est possible? Je pense qu'on a déjà commencé un petit peu à répondre à la question, mais si tu veux aller un peu plus loin. Puis aussi, dans ce volet de verdissement, est-ce qu'il y a des risques de créer de nouveaux sites contaminés au niveau des biorétentions, quand on parle par exemple de l'essence, des huiles, etc., des véhicules? OK. Première partie de la question, c'était en effet, on devrait mettre des îlots de verdissement. Si on veut réduire les îlots de chaleur, c'est qu'il faut mettre des îlots de plantation pour permettre la plantation ou de l'ombre. Là, je vais aller peut-être amener aussi, c'est pas juste le verdissement, ça pourrait être juste de l'ombre au-dessus des stationnements pour que ce soit plus facile. On voit verdissement, c'est sûr que c'est facile à faire parce que de toute façon, au niveau de la réglementation, hein, Alexandre, il y a une réglementation qui dit toujours qu'il faut mettre des îlots de plantation. Nous, on joint l'utile à l'agréable. C'est pour ça que j'adore la biorétention. On fait une biorétention à la place et on gère l'eau en même temps. Mais je sèmerais la graine quand même, puis on voit ça beaucoup plus aux États-Unis, beaucoup moins ici. C'est que dans les stationnements, c'est aussi des endroits où on pourrait mettre des
plateaux pour des panneaux mon Dieu, pour pour l'électricité. Panneaux solaires. OK, excusez-moi. Les panneaux solaires qui ont double, donc, mutualisation, double fonction. On prend de l'électricité pour différentes choses, pour l'éclairage, entre autres, et en plus, ça fait de l'ombre. Donc, il y a différentes possibilités. Mais le verdissement, c'est clair qu'on peut faire beaucoup plus qu'une ligne sur le parterre. Mais c'est en effet, c'est la question combien de places de stationnement. Puis on parle réduire, Maxime parlait de réduire les places de stationnement, mais au niveau de la réglementation, qu'est-ce qu'eux te le demandent? Parce qu'il ne faut pas oublier, souvent, on est à côté à ce que la réglementation demande comme place de stationnement minimum. Donc, c'est ça qu'on va jouer. Donc, c'est tout à fait possible et encouragé, je dirais, pour maximiser le stationnement. Des fois, c'est entre les rangées. Des fois, c'est en bout d'îlot ou même si on a une grande rangée, ben on le sait, on peut aussi faire un îlot de plantation, remplacer une place de stationnement par une zone de plantation. Puis ça aussi, ça fonctionne très bien. On vient de planifier un projet pour la municipalité de Sutton et c'est ça qu'on a fait. Ce n'est pas des très gros stationnements, mais on a mis des îlots entre, on avait à peu près 25 places, mais on a séparé en deux, puis on a mis des îlots de plantation pour rajouter une couche supplémentaire de végétation. Par rapport à la deuxième question, ben, au niveau de la biorétention, donc la question du souci, justement, qui est une bonne question, les eaux de ruissellement des stationnements qui vont dans ces endroits, ces îlots de végétalisation, dans la biorétention, est-ce que ça va polluer le sol ou la nappe phréatique? En fait, non, c'est ça la nature de la biorétention, c'est que c'est l'utilisation des plantes pour filtrer, en fait, du système complet, pour filtrer l'eau de ruissellement. L'eau de stationnement, d'un stationnement moyen ou d'une rue, n'est pas nécessairement très contaminée. Dans les moins contaminés, c'est l'eau de toiture. Ensuite, on va dans les stationnements. Les rues, ça peut être un peu plus. Puis le stationnement industriel, c'est autre chose. Mais il y a des techniques adaptées pour la biorétention pour chacune de ces situations. Mais donc, l'eau va ruisseler dans les aires de biorétention, va s'infiltrer. Donc, que ce soit dans la couche de pays qui va aller capter les métaux, mais l'essence, qui est un polluant organique, peut être décomposée à même le système racinaire, enfin les bactéries qui sont autour des systèmes racinaires des plantations qui sont là. Donc, l'eau, c'est la grosse valeur de faire de la biorétention, c'est qu'on filtre l'eau avant qu'elle puisse continuer son chemin vers la nappe phréatique. Donc, c'est très important de se rappeler de ce rôle-là. C'est pas juste un biofiltre, c'est pas juste c'est pas une tranchée d'infiltration en sable ou une tranchée d'infiltration en gravier. Là. On parle vraiment qu'on va aller filtrer les eaux de ruissellement. Merci. C'est toutes les questions qu'on avait, mais au nom des conseils régionaux de l'environnement de Montréal, de Laval, des Laurentides, de la Naudière et de la Montérégie. Je tiens vraiment à vous remercier tous les trois, Mélanie, Maxime et Alexandre, d'avoir accepté notre invitation, d'être venus nous parler de vos expériences. Je pense que c'était vraiment très intéressant. On a traité, je pense, beaucoup d'éléments, beaucoup de sujets qui donnaient un aperçu de ce qui est possible de faire en tant que propriétaire, puis un peu par recommencer les choses à mettre en place. Puis j'espère qu'on va bien évidemment avoir l'occasion de continuer à collaborer ensemble dans le cadre du réseau d'expertise. Je tiens à remercier aussi notre partenaire financier, le Fonds Climat du Grand Montréal. Et un grand merci à vous tous et tous aussi qui avez été avec nous ce matin pour échanger sur ces questions-là, ce sujet-là. Avant de conclure, donc je vous rappelle aussi que la semaine prochaine, on a un deuxième panel organisé dans le cadre du réseau, changer ses pratiques sur l'aménagement et la gestion du stationnement. Donc là, on va plonger un petit peu plus dans des projets spécifiques et on va aller voir un peu comment ça s'est passé, ce changement de pratique, qu'est-ce qu'on a dû transformer, comment on a dealé avec l'ensemble des acteurs qui étaient impliqués dans ces projets-là. Donc plus particulièrement avec Guy Desroches de l'Agence de mobilité durable de Montréal et Guillaume Lefebvre de FNX Innov qui, eux, ont travaillé et conçu le stationnement maçon, le pôle de mobilité maçon qui va être bientôt inauguré à Montréal. Et avec Claude Poirier de la ville de Boucherville qui va venir nous parler du stationnement statique de Montarville à Boucherville.
Donc, on va explorer Oui, ces j'ai choses-là. hésité d'en parler parce qu'en effet, c'est Ouais. un autre projet auquel on a participé. Ça, c'était aussi un beau projet très différent. Ils ont osé. C'est très intéressant et ça vieillit très bien. Effectivement, c'est, je pense, deux beaux projets très intéressants. On a du verdissement, des revêtements de sol en pavé, le volet de mobilité durable, etc. Donc, je vous invite à vous inscrire. On va vous partager dans le chat le lien justement d'inscription si vous voulez participer à ce panel. Puis, on va vous partager aussi dans le chat donc le formulaire dont je vous parlais si vous êtes intéressé à rejoindre le réseau d'expertise. Allez sur le lien, donnez-nous vos coordonnées pour qu'on puisse vous tenir au courant des prochaines activités qui vont se dérouler. D'ici le courant de l'été, on va annoncer une nouvelle programmation pour la période autour de septembre. Et donc, dans ce formulaire, vous pouvez aussi nous indiquer vos besoins. Et ça, je pense que c'est vraiment important. Si vous pouvez prendre le temps de les indiquer, de nous partager les thématiques sur lesquelles vous avez, par exemple, des défis ou de l'acceptabilité sociale qui est un peu compliqué. On veut savoir tous ces éléments-là pour pouvoir s'assurer qu'on va vous proposer des activités après qui vont permettre ensemble d'aller relever ces défis puis de trouver des solutions. Voilà, donc encore une fois, merci beaucoup Mélanie, Maxime et Alexandre, et merci à vous d'avoir participé. Et n'hésitez pas si vous avez des questions ou si vous voulez nous contacter, vous avez mon courriel qui est à l'écran. Et je vous souhaite une excellente journée. Merci beaucoup, Romain. Merci, Maxime, Alexandre. À bientôt. Merci tout le monde. Merci beaucoup.